pour démarrer, on va faire un petit tour de table et je vais vous demander de me dire quelle est votre météo du jour. Tout le monde inscrit sa météo du jour dans le chat et peut-être vous pouvez le... Tout à fait. Alors, je vois déjà, il y a un soleil déjà. Oui. Encore du soleil. N'hésitez Donc, pas, hein, soit vous prenez la parole ou soit vous écrivez sur le fil de discussion. Soleil, bah, on est sur le soleil. ah, donc une belle journée ensoleillée. Est-ce quelqu'un à Montpellier avec un beau ciel bleu? Voilà, encore un soleil. Mhm. Donc plutôt une météo ensoleillée aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde a pu bien s'exprimer. Donc ça fait plaisir de démarrer cette conférence avec des rayons du soleil. Je vous donne le sommaire de notre conférence. Donc, nous allons faire une rapide introduction autour de la thématique du stress et de l'alimentation. Puis, très rapidement, je vous présenterai les conséquences du stress, même si on a déjà abordé cette thématique lors de précédentes conférences, mais peut-être il y a des gens nouveaux qui nous ont rejoints et du coup, c'est bien de remettre en perspective les conséquences que notre stress va avoir sur notre organisme. Ensuite, je vous parlerai des habitudes alimentaires qui potentiellement nous nuisent. Puis, nous parlerons d'une bonne adaptation au stress. On finirait la conférence par un menu type et quelques trucs et astuces concernant l'hygiène de vie, et une petite conclusion pour parler du sommeil et de notre sommeil à tous. Juste pour introduire, ce que je voulais vous préciser, c'est que le stress va survenir lorsque notre organisme, à toutes et à tous, est soumis à une agression auquel il va devoir s'ajuster. Cette agression peut être une petite agression ou une plus grosse agression. On sait également que lorsque le stress est chronique, alors nos capacités d'adaptation sont dépassées, notre équilibre interne est parfois perturbé et des conséquences apparaissent. L'aspect positif, c'est qu'il est toutefois possible de contrer les effets du stress, de mieux préparer votre corps à résister et à se protéger, notamment par une alimentation adaptée. Parmi les stratégies connues pour gérer le stress, on va travailler sur la relaxation, une meilleure gestion de notre temps et de nos priorités. Il y a une piste qui parfois est négligée, c'est l'alimentation. Et on le sait, des études scientifiques poussées ont eu lieu et ont mis en avant le fait que certaines vitamines, certains minéraux se démarquent lorsqu'il s'agit de favoriser une bonne adaptation au stress. Et ça va être l'objet de cette conférence. Alors, j'ai envie de vous poser une première question. C'est si vous deviez définir en un mot, Justin, ce qu'était le stress pour vous, qu'est-ce que vous me diriez? Et alors, je vais vous proposer de noter dans le fil de la discussion, dans le chat de cette conférence, je vais vous demander de noter ce mot. Et puis, si Virginie est d'accord, elle va lire les mots qui vous viennent à l'esprit. Oui, bien entendu, Pascal. Donc, comme pour la météo, vous pouvez indiquer dans le fil de discussion ou si vous souhaitez, vous pouvez activer le micro pour donner le mot. Voilà, quand je vous dis stress, quel est le mot que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoque en un mot? Alors là, pour l'instant, j'ai angoisse, Oui. mal-être, Mhm. anxiété, Mhm.
Encore oui, mal-être. Oui. Moi, j'ai envie de rajouter ennemi, Mmh. Ennemi, pression. pression. OK, donc on voit, hein, les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit quand on parle de stress, ben, sont plutôt, des mots qui appartiennent à un vocabulaire, n négatif, de mal-être, et donc du coup, de déséquilibre, et c'est bien de ça dont on parle puisque je vous ai fait un petit schéma, hein, où vous avez, d'un côté, des ressources, de l'autre, vous avez des contraintes, et si les contraintes, pèsent plus lourd que les ressources, alors, nous avons un déséquilibre. Les mots qui vous viennent à l'esprit, que vous avez notés dans le fil de la discussion de cette conférence, on est plutôt sur une forme de stress qu'on va appeler un stress inhibiteur, c'est-à-dire un stress qui nous limite, et qui peut même nous conduire à avoir une réaction inappropriée. C'est-à-dire, si je me sens dépassée par la situation, alors mes émotions prennent le dessus, peut-être même parfois je perds mes moyens et je me sens angoissée, anxieux, je ressens de la pression, je ressens de l'angoisse. Et je vois arriver, un ennemi à l'horizon. Ça veut dire que notre stress, dans ce cas-là, agit comme un frein à l'action et non pas comme un moteur qui nous mobilise. Puisqu'on sait que la deuxième forme de stress, c'est ce qu'on va appeler le stress mobilisateur, qui lui, à l'inverse, va nous aider dans notre action, va nous stimuler. C'est-à-dire que si je me sens à la hauteur de ces contraintes, alors le stress peut devenir moteur. Mais en tout cas, on sait que lorsqu'il y a, il y a stress, pardon, lorsque votre organisme est soumis à une agression à laquelle il doit s'ajuster. Parfois, nous réussissons à nous ajuster, c'est le stress qui nous mobilise. Parfois, nous n'avons pas les ressources pour nous ajuster et là, nous allons être sur un stress dit inhibiteur. OK? Donc, on sait que, l'épidémie de Covid-19, elle est venue semer le chaos dans nos esprits et dans nos assiettes. Pour certains, on a pris du poids, pour d'autres, on s'est rué vers des aliments de réconfort, pour d'autres, on a connu des troubles alimentaires. En tout cas, les 2 années, que nous venons de vivre ont été source de stress, et ces troubles, sont venus semer le chaos dans nos esprits et dans nos assiettes. Donc on va essayer de voir comment on peut retrouver un équilibre, limiter les effets de ce stress par notre alimentation. Avant cela, je voulais juste vous montrer un petit schéma qui montre, que, le stress en lui-même modifie notre alimentation. Alors, c'est sûr que le stress, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait partie de la vie. On peut le diminuer, mais il est impossible de l'éliminer complètement. C'est la raison pour laquelle il est utile d'apprendre à bien le gérer. Tout le monde est touché par le stress. En revanche, les facteurs stressants, les causes de notre stress, l'intensité du stress que nous allons ressentir, hein, le volume sonore de ce stress et ses manifestations ne sont pas les mêmes pour nous tous. En revanche, nous savons qu'un excès de stress est néfaste puisque si votre organisme
est sollicité en continu, il va finir par en souffrir. Nous savons également qu'une absence totale de stress est également néfaste parce qu'on a besoin d'une certaine dose de stress pour nous mobiliser. Ce qu'on sait, c'est que le stress en lui-même modifie notre alimentation. Donc le stress va amener un déséquilibre. Ça, on le sait tous. Je viens de le rappeler dans l'introduction de cette conférence. Ce stress, ce déséquilibre va automatiquement augmenter nos émotions négatives. Comme nous sommes envahis par des émotions négatives, alors, spontanément, nous allons rechercher des aliments réconfortants. Et on a tous nos aliments que j'appelle les aliments doudous, qui nous font chaud au cœur, qui nous réconfortent. En général, ils sont assez riches en sucre, ces aliments réconfortants. En général, ils sont raffinés et en général, ils sont pleins de graisses saturées. Comme nous ingérons plus d'aliments réconfortants que d'habitude à cause des émotions négatives qui nous envahissent, donc nous changeons notre comportement alimentaire et nous augmentons la consommation d'aliments qui sont assez pauvres en vitamines, en minéraux et en fibres. Et la conséquence, c'est que à moyen et long terme, nous pouvons être carencés en apport en vitamines et en minéraux et au fil du temps, nous affaiblissons notre flore intestinale. Donc ça, c'était un petit schéma pour vous montrer que, mine de rien, le stress, il a un effet aussi sur notre alimentation. Et comme il a un effet sur notre alimentation, alors il va dérégler notre digestion. Expliqué de manière très simple, en fait, au niveau de l'estomac, une mauvaise digestion gastrique va déséquilibrer le travail intestinal et de fait va rendre l'assimilation des nutriments moins efficace. Ça, c'est au niveau de l'estomac. Au niveau des intestins, au niveau de nos intestins, l'état inflammatoire est une nouvelle source de stress et cette hyperperméabilité intestinale va modifier, sans que l'on s'en rende compte, notre flore intestinale. D'accord? Donc, l'idée, c'est de réduire les 3 contraintes auxquelles notre organisme est en première ligne en situation de stress. C'est des apports alimentaires qui sont déficitaires en vitamines, une absorption des nutriments, je vous l'ai expliqué, qui est moins efficace, et le fait que, justement, comme on doit lutter, il nous faut plus que d'habitude des besoins en vitamines, en minéraux, en acides aminés et en acides gras. D'accord? On sait que notre estomac produit naturellement de l'acidité afin de débuter la digestion des aliments. C'est là où on se dit notre machine corporelle est quand même une merveille d'ingéniosité. Par contre, en période de stress, les protections naturelles de l'estomac contre l'acide
ont tendance à être moins efficaces et notre paroi de l'estomac est moins armée pour faire face aux attaques des acides. Et c'est là où vous avez peut-être pu le constater, des brûlures d'estomac peuvent se produire. Des maux de ventre aussi liés au stress peuvent se produire. Donc la bonne idée, premier truc et astuce, la bonne idée, c'est de boire une boisson chaude sous forme de tisane, sous forme de thé vert, avant le repas, afin de préparer votre appareil digestif. C'est une première manière de lutter, de contrer les effets du stress. Notre alimentation, elle répond à 3 grands besoins fondamentaux, hein. Le premier des besoins, c'est notre carburant, hein. On a besoin d'essence pour faire fonctionner cette belle machine, corporelle. C'est notre carburant, hein, qui permet à notre corps, de bien fonctionner. Ça, c'est, le premier grand besoin, auquel, répond l'alimentation. Le deuxième besoin, c'est ce que, j'ai envie d'appeler, les besoins sociaux. Pourquoi les besoins sociaux? Parce que, on préfère toujours manger à plusieurs, que de manger tout seul. En cela, c'est un moment où on va pouvoir, socialement échanger, partager un repas, partager le plaisir, de ce moment festif, d'autant plus qu'on est en France, et que on est quand même des champions du monde, pour, parler repas toute la journée, hein. Il y a eu, il y a quelques années un très beau reportage sur les habitudes alimentaires et je me souviens que la population française était remarquable dans le fait que les repas structurent vraiment nos journées. On parle de ce qu'on va manger ce midi, ce soir, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Le troisième besoin fondamental, auquel, répond, l'alimentation, c'est le plaisir, hein. Le plaisir de manger un bon repas, de manger, un bon chocolat, un bon steak, des bons légumes, donc vraiment l'alimentation fait partie de nos besoins fondamentaux. On sait également que, potentiellement, le fait de manger, c'est également une réponse émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les émotions, nos émotions, les émotions qui nous traversent ont un impact important sur la manière dont nous allons nous alimenter. Et donc un changement de comportement peut se traduire par une augmentation ou par une diminution de la prise alimentaire, hein. On sait que, certains, quand ils sont, angoissés, quand ils ont des soucis, vont avoir tendance, à manger plus. À l'inverse, d'autres, vont avoir un peu l'appétit coupé et vont avoir moins envie, de manger, hein. Et on sait qu'il existe un lien fort entre le tube digestif, notre tube digestif et les émotions et nos émotions. Et cela peut se traduire par une sensation de blocage ou par des troubles digestifs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes stressés, on se tourne plus facilement vers des aliments gras et sucrés. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des aliments qui sont plus disponibles, hein. En effet, il est plus pratique d'acheter des aliments industriels, qui sont souvent riches et sucrés, qui se gardent longtemps, qui sont dans les fonds de nos placards, plutôt que des fruits et des légumes qu'il va falloir consommer rapidement, par exemple, hein.
En outre, ces aliments gras et sucrés vont nous offrir à tous une sensation de plaisir plus intense que les protéines qui demandent un effort supplémentaire. Et comme notre organisme est un fainéant, il se tourne spontanément plus facilement vers une pâtisserie pour un plaisir rapide et immédiat plutôt que vers un fruit. Enfin, on sait que un état de stress peut induire une sensation de perte de contrôle et du coup, on va s'orienter plus spontanément vers des aliments que je m'interdis en temps normal et du coup, je vais peut-être avoir plutôt tendance à grignoter qu'en temps normal. Tout ça pour vous expliquer le lien qu'il y a entre nos émotions, le stress et le fait de manger. Et on sait que quelque part, la manière dont je vais m'alimenter est une réponse émotionnelle au stress qui va m'envahir ponctuellement ou plus durablement. Donc, comme je vous le disais, afin de mettre toutes les chances de son côté, nous allons essayer de réduire des habitudes alimentaires qui nous nuisent. Donc j'ai envie de dire, alors on rééquilibre nos menus pour faire baisser notre stress. Deuxième truc et astuce, pour mettre toutes les chances de notre côté, donc on va limiter le sucre. Je ne suis pas en train de dire que il faut totalement enlever le sucre de notre alimentation. Je ne suis pas, une nutritionniste de métier, mais en tout cas, c'est bien de le limiter en commençant par l'enlever petit à petit de notre café, de notre thé, de notre yaourt, en faisant attention aux sucres raffinés qui sont contenus dans le chocolat, dans les gâteaux, dans les pâtisseries, dans le riz blanc, qui sont des aliments qui sont acidifiants, qui sont déminéralisants et qui, de surcroît, sollicitent nos glandes surrénales plus que de raison. Deuxième petit truc, on fait attention au gras. On fait attention au gras. On essaye de fuir les aliments transformés. On essaye d'éviter les excitants comme l'alcool, comme le café. En tout cas, on réduit. Voilà. Le chemin, chacun rééquilibre ses menus pour faire baisser son stress. L'idée, c'est d'être dans la mesure et d'avoir conscience que ces habitudes alimentaires-là ne sont pas très bonnes, donc on va essayer de les réduire. Chacun met le curseur où il a envie de le mettre et où il peut le mettre. Mais en avoir conscience, c'est déjà le début d'un travail sur le fait de limiter le stress par son alimentation. Donc, je réduis mes habitudes alimentaires qui nuisent et je vais favoriser une bonne adaptation au stress grâce au magnésium. Et j'ai envie de dire du magnésium pour donner son maximum, puisqu'on sait que le magnésium réduit le stress et empêche l'augmentation
du cortisol, hein, qui est une des 2 hormones du stress. Donc, pour ceux et celles qui avaient suivi les précédentes conférences sur la gestion du stress, on avait vu qu'on a 2 grandes hormones. Je simplifie, les 2 grandes hormones du stress que sont l'adrénaline et le cortisol. Et donc, le cortisol, c'est une hormone naturelle produite par notre corps qui nous aide à combattre le stress. Mais du coup, on sait que ce magnésium, il va agir de manière positive pour que vous puissiez avoir la pêche, donner votre maximum, hein. Et il va lutter contre les conséquences d'un taux de cortisol excessif. Et ce magnésium, il va améliorer l'énergie disponible pour donner son maximum. On sait qu'avoir chaque jour suffisamment de magnésium permet de conserver toutes ses facultés, d'éviter une fatigue latente et donc on sait que certains aliments que je vous ai notés sur le support que je vous projette, certains aliments sont plus riches que d'autres en magnésium. D'accord, et que du coup vont vous permettre de contrecarrer les fuites de magnésium qui sont à l'origine de troubles comme une simple fatigue jusqu'à un état de spasmophilie ou un état de tétanie. De plus, on sait que le stress chronique favorise la fuite de magnésium dans nos urines. Et donc, du coup, on a besoin d'ingérer un petit peu plus de magnésium que d'habitude. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est contenu dans le chocolat noir. Ça, c'est une drôle de bonne nouvelle. Dans le cacao non sucré, dans le pain complet, dans tout ce qu'on va appeler la famille des oléagineux que vous allez trouver dans les noix de cajou, dans les amandes, dans le germe de blé. Je pense que vous avez entendu parler de toute cette famille. Vous les trouverez également dans les légumineuses, dans les fruits séchés comme la banane séchée ou les abricots séchés, dans les fruits de mer, dans les eaux minérales qui sont riches en magnésium. La liste n'est pas exhaustive. En tout cas, on le sait, je le redis, le chocolat noir, c'est un anti-stress naturel bien connu puisque il est riche en magnésium et en tryptophane. Voilà. Alors, une fois qu'on a adapté notre alimentation avec du magnésium, alors on va s'intéresser aux vitamines. Et j'ai envie de vous dire, les vitamines, votre système nerveux en veut. Donc, on va parler de plusieurs types de vitamines. Je commence par vous parler des vitamines B6. Les vitamines de la famille B sont également importantes et encore plus en cas de stress ou en cas de surmenage. C'est le cas pour les vitamines dites B6. Donc, je vous ai mis des illustrations, des aliments dans lesquels vous allez pouvoir trouver ces fameuses vitamines B6, B9, B12 qui sont nécessaires à la fabrication de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, tels que la dopamine. Et la dopamine, il s'agit d'une chouette hormone qui est celle de la motivation.
c'est celle qui va nous donner envie de nous lever le matin, d'être actif, de mettre en ordre notre maison, d'aller faire nos courses, bref, de nous mettre en action. Voilà, la dopamine, l'hormone de la motivation. Donc, je disais, ces vitamines B sont nécessaires à la fabrication des neurotransmetteurs tels que la dopamine et tels que la sérotonine. Alors, la sérotonine, Kesako, c'est l'hormone du bien-être. C'est-à-dire, c'est l'hormone qui va faire que ma météo est ensoleillée, je vois la vie du bon côté, je me sens bien, je suis optimiste. Donc, cette sérotonine, mon système nerveux, il en veut. Grâce à ces vitamines B, eh bien, vous allez réussir à absorber encore mieux et encore plus efficacement le magnésium. Tiens, c'est intéressant, on en a parlé juste avant. Donc, le cercle vertueux, je rééquilibre mon alimentation par du magnésium, je rééquilibre mon alimentation en mangeant des aliments où la vitamine B6, B est fortement concentrée. Et en plus, ça va m'aider à absorber et à utiliser le magnésium par mon corps. Donc, c'est plutôt un bon cercle vertueux. Les vitamines du groupe B, je vous le disais, sont importantes pour le bon fonctionnement de notre système nerveux. Et la vitamine vedette, c'est la vitamine B6. Pourquoi? Je le répète, elle est nécessaire à la fabrication de notre sérotonine, la motivation, la régulation de l'humeur, et puis ce qu'on appelle également la noradrénaline qui nous aide à être éveillés, à être vigilants, à être attentifs. D'accord? Donc, tous les aliments du règne animal que vous allez trouver dans le foie, les rognons, la volaille, le poisson vont être importants. Et puis d'autres font partie du règne végétal, que sont les céréales entières, les bananes, les avocats, je vous ai mis du brocoli, je vous ai mis également des épinards. Tout ça, c'est drôlement important et ça va vous aider à favoriser une bonne adaptation au stress. Il va falloir également s'intéresser aux vitamines C. Donc, du magnésium, des vitamines B et des vitamines C. La vitamine C qui joue plusieurs rôles dans notre organisme, hein. Elle participe à neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres. Elle est impliquée dans la fabrication de la dopamine. Tiens, on retrouve cette histoire. Donc, vous retrouvez également le cercle vertueux. Et vous allez trouver ces vitamines C, vous voyez hein, dans les fruits. Et je vous donne un petit aide-mémoire. Un petit aide-mémoire. Vitamine C, c'est comme coloré. Donc, on sait que plusieurs fruits et légumes colorés sont une bonne source de vitamine C. Les poivrons, les agrumes, les kiwis, les fraises, les framboises, les mangues colorées.
Premier aide-mémoire pour repérer les vitamines C. Un petit truc mémotechnique. Deuxième aide-mémoire, C comme cru. La vitamine C, elle est sensible à la fois à la chaleur et elle est facilement détruite lors de la cuisson. Donc, pour ma part, je consomme des fruits et des légumes sous deux formes, crus, en entrée, en salade, et cuits sous forme de potage, de soupe, de compote. Hein. Par contre, si vous vous faites un jus d'orange, eh bien, ne préparez pas ce du jus d'orange à l'avance. Vous le préparez et vous le buvez de suite parce que quand vous coupez vos fruits et vos légumes trop à l'avance, l'oxygène peut venir oxyder la vitamine C. Donc, si je résume, du magnésium pour donner son maximum. OK. Ensuite, de la vitamine B, votre système nerveux en veut. Des vitamines C pour neutraliser les radicaux libres. Enfin, vous augmentez votre apport en minéraux. Donc, les minéraux, vous allez les trouver via le fer, via le zinc et via ce qu'on appelle le sélénium. Donc, le fer. Le fer, c'est un minéral qui est important pour la synthèse de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est le camion qui transporte l'oxygène. C'est le transporteur de l'oxygène. Donc, les apports en fer que l'on va trouver dans la viande rouge notamment, mais aussi dans les abats, le jaune d'œuf, les moules, et bien du coup, ils vont vous aider à transporter l'oxygène dans le sang. D'accord? Et on sait que le manque d'oxygène, c'est ce qui va générer de la fatigue. Hein, et ce fer va aider à la formation des globules rouges et de nouvelles cellules. Donc, je veille à apporter à mon corps et à mon organisme du fer qui va m'aider à lutter contre les conséquences et les effets du stress. Donc, en pratique, je vais privilégier les légumes à feuilles vertes. La salade, les épinards, les brocolis. Je vais privilégier les légumes secs, les lentilles, les fruits de mer. Et puis, je vais penser à avoir toujours dans mon frigo des germes de blé. Et je vais saupoudrer mes salades d'1 à 2 cuillères à soupe de germes de blé. Comme ça, ni vu ni connu, hop, un petit peu de fer dans ma salade. Deuxième apport minéral important, c'est le zinc. Donc le zinc, il participe à la production et à la sécrétion de l'insuline et il va fabriquer, augmenter les cellules qui sont des cellules clés à notre immunité et à nos défenses immunitaires. Voilà, ce qui vont faire que en ce moment, il y a un peu des rhumes là qui circulent. Et si je suis pas carencée en zinc, je vais plus facilement lutter contre ces petits virus de saison qui se propagent. Ce zinc, je vais le trouver dans les fruits de mer, dans les abats, dans les viandes, dans les fromages, mais également dans des sources végétales comme les fruits à coque, les céréales non raffinées, les légumes secs.
Ok, donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette conférence, vous avez repéré qu'il y a des aliments qui font partie de plusieurs catégories à la fois. Donc, ce sont des aliments ressources qui sont très intéressants pour lutter contre le stress. Ensuite, troisième apport minéral, c'est ce qu'on appelle le sélénium. Donc le sélénium, il est très connu pour ses propriétés antioxydantes, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va protéger nos cellules contre le stress oxydatif. Hein. Il joue un rôle important dans notre système immunitaire et de manière générale, il contribue à protéger notre organisme. Donc, les aliments les plus riches en sélénium, ce sont les poissons et les fruits de mer, mais vous le trouvez également dans les abats, les œufs, les légumes secs, les fruits à coque et parfois la levure de bière peut compléter vos apports en sélénium. Et du coup, il contribue aussi au maintien des beaux ongles qui ne cassent pas et des beaux cheveux bien brillants. Voilà, donc il est drôlement intéressant. Je ne vous parle pas de votre apport également quotidien en oméga 3, qui ont également un effet anti-inflammatoire et nutritif des cellules de notre cerveau. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler déjà dans ces rendez-vous papilles et santé cette semaine, ou en tout cas, vous en entendrez parler, je pense, plus tard. Donc, on les trouve en abondance dans les poissons gras, dans les huiles de lin, dans les huiles de colza, dans les huiles de noix et dans certains légumes comme le chou, le cresson, les épinards. Donc, une fois que j'ai conscience qu'il y a des aliments qu'il va falloir limiter et d'autres que je vais essayer de privilégier et d'intégrer un peu plus dans mon alimentation parce que ça va m'aider à lutter contre mon stress, alors je vais essayer d'adopter ce que j'ai appelé un menu type et des règles de vie. Alors, la première des choses, c'est de prendre un petit déjeuner de roi et de reine. Comment? En misant sur des céréales complètes, de l'avoine en flocons, des pains à farine complète ou à base de seigle, des fruits, yaourts, boissons chaudes. Et je prends mes repas de manière régulière. Je mange en plus petite quantité, mais plus souvent sous forme de collation. Je ne saute pas le petit déjeuner. Alors souvent, peut-être vous allez me dire oui, mais le matin, je me lève, je n'ai pas très faim, ça me dit rien, ça n'a jamais été mon truc de prendre un petit déjeuner. Donc, on essaye de prendre, dans la mesure du possible, un petit déjeuner de roi en petite quantité, mais pour autant, on ne saute pas le petit déjeuner. Surtout si chez vous, le stress entraîne des troubles digestifs, on ne saute pas le petit déjeuner. On prend de tout en petite quantité. Le moment dans cette conférence est venu de vous rappeler l'importance de la mastication. Donc, je n'avale pas les aliments tout ronds, je mastique longtemps. D'abord, je vais sentir le goût. Et ça, c'est drôlement chouette. C'est plus de plaisir. Et c'est plus digeste parce que j'aide mon estomac à mieux digérer. Et je prépare, en mastiquant correctement, je prépare tout le travail de digestion qui va être pris en charge par mon corps. Je vous ai mis des petits exemples, des petites idées de menus de petits déjeuners de roi.
Donc, pourquoi pas du muesli avec du lait crémé, avec des morceaux de fruits frais, des céréales complètes au yaourt, des graines de tournesol, des fruits rouges, des fruits noirs qui soient frais, des toasts de pain complet avec, pourquoi pas, des œufs brouillés et puis un bon jus d'orange pour la vitamine C que vous aurez pressé au moment où vous le buvez et pas avant. Le midi, je prends un déjeuner de prince. Ça m'évite le coup de pompe d'après-repas. Je fais la part belle aux légumes, aux protéines, une petite portion de féculents, une petite portion de glucides pour l'apport énergétique. On le sait, hein, plus le repas que je prends est lourd, plus la digestion est importante, plus ça utilise de l'énergie dans mon corps. Donc, pour éviter le coup de pompe d'après-repas, eh bien, je prends un déjeuner de prince en quantité normale et je bois de l'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Pas d'alcool dans la mesure du possible. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus boire d'alcool du tout. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On peut boire un petit verre de vin de temps en temps parce que c'est bon, ça fait plaisir. Mais pareil, on le fait avec modération parce qu'on sait que l'alcool, c'est une boisson qui endort et qui fait varier le taux de sucre. Hein. Donc, ça provoque des coups de pompe. Quelques idées de menus, parce que c'est pas facile. Il y a des fois où on se dit, oh là là, j'ai plus d'idées, qu'est-ce que je viens bien pouvoir manger? Donc, les petites idées de menus pour combattre les effets du stress, ça peut être du saumon fumé avec un petit peu de citron, du pain complet, ça peut être un bol de lentilles et puis un bol de soupe de légumes avec du pain complet, ça peut être un bol de salade de mesclun avec du maquereau et puis un petit toast de pain de seigle. Ça peut être un sandwich, hein. On a le droit de se faire des sandwichs de pain de seigle avec des crevettes et de la salade et puis accompagné d'un petit kiwi. Je n'oublie pas de prendre une collation. C'est important la petite collation. Alors, vous pouvez la prendre avant midi. Vous pouvez la prendre l'après-midi. Pourquoi? Parce que ça évite une chute de cortisol. Vous vous rappelez, hein, cette hormone du stress qui est le cortisol, qui vous aide à tenir le coup dans le temps. Hein. Et l'après-midi, généralement, on sait que vers 16-17 heures, on a une petite chute de cortisol, donc une collation avec un fruit, quelques amandes. Moi, dans le tiroir de mon bureau, j'ai toujours un petit pot avec quelques amandes, avec quelques noix, et puis j'ai des petits carrés de chocolat noir. Et je vais prendre une petite collation vers 16-17 heures parce que ça va m'éviter la chute de cortisol. OK? C'est bon pour le moral et c'est bon pour le corps. Donc, vous voyez, en fait, on est plutôt sur des repas réguliers euh, en petite quantité, mais régulièrement dans la journée, plutôt qu'un gros déjeuner parce que j'ai sauté le petit déjeuner. Pareil, je vous ai mis quelques idées de petites collations, une poignée de noix du Brésil, une tranche de pain complet avec du beurre de cacahuète, une orange, une petite poignée de graines de tournesol, un kiwi, une petite poignée de noix fraîches. Surtout que là, au marché, ça y est, les noix fraîches arrivent. Je les ai vues sur les étals. Pourquoi pas un petit verre de lait avec un petit morceau de fromage à pâte dure. Pour ceux qui ont des blenders chez eux, vous pouvez vous fabriquer un smoothie anti-stress composé d'une demi-banane, une cuillère à soupe de cacao noir pur, quelques feuilles d'épinards,
100 millilitres de boisson végétale au soja. Vous mettez le tout dans votre blender, vous mixez et vous dégustez. Et vous voilà avec un petit smoothie anti-stress. Et le soir, me direz-vous? Bon, alors le soir, on dîne comme les gueux. Terminé le roi du soleil, le soir, on dîne léger. Ça va favoriser une meilleure digestion. On prépare son corps à la nuit qui va arriver. On privilégie des légumes, des protéines végétales. Alors, protéines végétales, vous allez trouver dans le soja, dans la farine de gluten, les légumineuses comme les haricots blancs, les pois chiches, le riz, le quinoa, une bonne soupe faite maison, des salades, en tout cas des aliments légers. Donc, le soir, on dîne comme des gueux. Alors, je vous ai mis des petites idées de dîner de gueux. Des petites lentilles avec des haricots rouges, des légumes verts, un peu de riz complet. C'est une idée. Une petite soupe de légumes accompagnée de pain complet. Voilà une deuxième idée. Un blanc de volaille, un blanc de poulet que vous aurez grillé avec de l'huile de sésame, une petite salade d'avocat, d'épinards et de noix. Et enfin, quatrième petite idée de dîner de gueux, des sardines à l'huile d'olive, accompagnées d'un petit potage, de potirons. Je vois que les potirons commencent à arriver. Pareil, hein, on commence à avoir les légumes d'automne qui arrivent là, hein, et d'hiver. Donc j'ai vu des butternuts, j'ai vu des potirons qui commencent à arriver. Donc un petit potage de potirons mélangé à des lentilles corail avec des graines de courge. Et vous voilà paré pour aller gentiment mettre au repos votre organisme avant la nuit. Et donc, je vais essayer de donner un coup de pouce à mon sommeil. Comment je fais? Alors, on sait que vous allez favoriser votre sommeil en pratiquant une activité physique dans la journée. Ça paraît idiot, mais c'est le cas. C'est-à-dire que, allez, 30 minutes d'activité physique d'intensité moyenne, un petit peu tous les jours, ça aide à donner un coup de pouce à votre sommeil. Les plantes vont aider également à réduire le temps d'endormissement. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent avoir des fonctions sédatives et apaisantes. Je pense là à la petite camomille du soir, à la petite verveine du soir. Chacun a ses petits trucs et astuces, du tilleul, de la passiflore, de la valériane, de l'aubépine, hein, tout ça, ça va favoriser l'endormissement. On sait également, et c'est le lien que je voulais faire avec l'alimentation, qu'un sommeil réparateur se travaille dès le frigo. Et on sait que votre régime alimentaire va influencer également la qualité de votre sommeil. Pourquoi je dis ça? Parce que manger copieusement tard le soir ne facilite pas l'endormissement parce que cela rend votre digestion plus difficile et cela va rendre votre sommeil plus agité. De plus, la position allongée du coucher, elle augmente le risque de reflux gastrique et les sensations
de brûlure gastrique. C'est pour cela que peut-être votre médecin généraliste vous a préconisé d'attendre au moins 2 heures après le dîner avant d'aller vous coucher. Et c'est la raison pour laquelle culturellement, alors nous, peuple du Sud, on va plutôt avoir tendance à dîner tard, là où à l'inverse, dans l'Ouest ou dans le nord de l'Europe, on va avoir tendance à dîner tôt, hein, pour avoir travaillé en Allemagne, eh bien, on se rend compte que les Allemands, ils dînent à 18 heures. Donc au départ, on est très surpris, on se dit ouh là là, et en fait, ça fait partie du coup de pouce que vous pouvez donner à votre sommeil. Donc, d'un dîner de gueux tôt favorise euh, l'arrivée du sommeil et vous aide à donner un coup de pouce à votre sommeil en rendant plus facile votre digestion. Vous savez que le sommeil comporte une succession de cycles. Chaque cycle dure environ 1 heure et demie et se décompose en 2 grandes phases. Le sommeil lent, qui favorise la récupération de la fatigue physique, et le sommeil dit paradoxal, qui favorise la récupération de la fatigue psychologique. Et quand on parle de stress, on parle des deux, hein. Et cette phase-là, de sommeil paradoxal, c'est la phase où on rêve, hein. Et chaque nuit, 4 à 5 cycles se succèdent. Le besoin de sommeil, il varie d'un individu à l'autre, hein. Alors, il y a des études qui montrent que en moyenne, chez un adulte, il est de 8 heures, mais c'est très personne dépendante, hein. Certains ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Mais d'une manière générale, 2 périodes sont favorables au sommeil. C'est la nuit entre 2 heures et 5 heures du matin et l'après-midi entre 13 heures et 15 heures. Ça tombe bien, c'est le moment de la sieste. Voilà ce que je voulais vous dire sur donner un petit coup de pouce à votre semaine et vous expliquer que le sommeil réparateur, il se travaille dès le frigo. Et puis, avant de terminer cette conférence et éventuellement de répondre aux questions, je vous encourage à respirer en carré. Eh oui, parce que plus nous sommes stressés, plus notre respiration est courte et rapide. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres conférences que j'ai pu animer précédemment sur la gestion du stress. La respiration, c'est un bel outil anti-stress de base qui est disponible facilement et à tout moment de la journée. Donc, vous pouvez pratiquer quotidiennement ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, hein, à le mettre dans vos routines, à apprendre à mastiquer, à respirer, à vous relaxer et vous rajoutez cette respiration en carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'entraîner, si vous voulez, à faire une petite respiration en carré tous ensemble. Donc, le principe, c'est que vous allez inspirer et vous allez compter dans votre tête jusqu'à 4. Donc, j'inspire 1, 2, 3, 4 pendant 4 grandes inspirations. Puis, je vais bloquer ma respiration en comptant également jusqu'à 4. Puis, je vais expirer en comptant dans ma tête jusqu'à 4 pour revenir à retenir ma respiration pendant 4 temps et à nouveau inspirer. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble, maintenant que vous avez compris le principe, et je vais compter. Donc, tout le monde est prêt? On inspire. 1, 2, 3,
4. On retient notre respiration pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Puis on expire. 1, 2, 3, 4. Puis on retient sa respiration. 1, 2, 3, 4. Puis on inspire à nouveau. Voilà, c'est le principe de la respiration en carré. Vous pourrez continuer à pratiquer régulièrement cette respiration en carré chez vous. Donc, en conclusion de cette conférence sur le stress et l'alimentation, j'ai envie de vous dire, on cuisine des produits frais en plus grande quantité, des fruits et des légumes. On essaie, dans la mesure de possible, de manger à des horaires réguliers, dans le calme, dans le plaisir, en mâchant et en prenant son temps. Quand je dis en prenant son temps, idéalement, les nutritionnistes et les psychologues qui travaillent sur la gestion du stress disent idéalement un repas, c'est 40 minutes. Alors vous allez me dire, mais Pascal, 40 minutes, mais moi en 10 minutes, j'ai fini de manger. En tout cas, idéalement, c'est 40 minutes et jamais moins de 20 minutes. Et on mange en pleine conscience. On évite les grignotages et on ne confond pas les collations et les grignotages. On respecte son cycle de sommeil. On fait de l'exercice physique à l'extérieur pour s'oxygéner. Et c'est un cercle vicieux parce que si on dort mal la nuit, alors on est fatigué et on va avoir tendance dans la journée à se mettre dans son lit, à se mettre dans son fauteuil et à ne pas bouger. Au contraire, on sort marcher 30 minutes à l'extérieur pour s'oxygéner à son rythme. Et on se laisse des plages de temps libre qui vont vous permettre de prendre du plaisir, même un plaisir très simple. Je m'occupe de mes plantes, je caresse mon chat, je lis mon magazine, je regarde une émission à la télé, peu importe, on prend du plaisir. Voilà, donc j'arrive au terme de cette conférence sur l'alimentation et la gestion du stress. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.